Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment. Alors allons-y. Let's do it. I have good news for you. C'est le de la Formule Express. J'adore ça. Ah bon? Oh, faites pas chier. On essaye? Allez. Bonjour à tous et bienvenue dans Retour à l'écran express. C'est Adrien et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un film de la fin des années 70, un film qui a eu beaucoup de choses à prouver lors de sa sortie, faisant suite à l'un des plus grands succès de l'époque et à l'un des plus grands films de tous les temps. Je parle évidemment des Dents de la Mer, partie 2. After the sensational return of Jaws to the screen, what could possibly be more terrifying than Jaws 2? Le 20 juin 1975, Les Dents de la Mer sort dans les salles américaines. 409 écrans diffusent le film. Grâce à une campagne de communication massive, le film fait un carton. La télévision diffuse en masse des extraits, bandes-annonces et publicités incitant l'Amérique tout entière à foncer dans les salles obscures. 200 écrans supplémentaires sont disponibles pour accueillir le film, mais Universal a un plan. Si moins de salles diffusent le film, les spectateurs feront la queue tout l'été pour le voir. Limiter l'accès suscitera d'autant plus l'envie. Verdict, 7 061 513 $ pour son premier week-end. En 1975, le prix du ticket est de 2,05 $, ce qui veut dire que 3,5 millions de spectateurs ont vu le film ce week-end-là, ce qui revient à 17 000 $ par salle projetant Les Dents de la Mer. En comparaison et en prenant en compte l'inflation, Avatar en 2009 était projeté sur 3 500 écrans, générant 77 millions $ avec un ticket à 7,50 $ à l'époque. La différence ? Les Dents de la Mer a coûté 8 millions $ quand Avatar en a coûté 237. Les Dents de la Mer s'est remboursé en 3 jours, Avatar en 3 semaines. Nous avons entendu un grand boom et quand nous avons regardé, il y avait un nuage de fumée. Il y a eu une explosion. Le moment d'avant, tout avait l'air bien et soudain, Vous n'avez aucune idée de ce qui a pu se passer? je ne vois pas ce qui a pu causer ça. Devant un tel succès, le président d'Universal, Sid Sheinberg, demande à Richard Zanuck et David Brown, les producteurs des Dents de la Mer, quand comptent-ils faire la suite. Les deux hommes hésitent. Comment faire une suite d'un tel film sans avoir l'air de vouloir grappiller quelques dollars ? Il faut savoir qu'à l'époque, les suites ne sont pas du tout populaires. La plupart sont moquées et La Planète des Singes est alors la seule exception. Mais la tentation est trop grande, ils acceptent. La raison est assez logique en vérité. S'ils n'acceptent pas, d'autres le feront. Autant que ce soit eux. Au début, nous avons hésité. Voulons-nous vraiment faire la suite ? Parce que c'était un peu comme essayer de gagner une deuxième fois au loto. Mais on s'est dit que si on ne le faisait pas, d'autres le feraient à notre place. Et on était très protecteurs vis-à-vis du premier film. Pour réussir cette suite, il leur faut un bon scénario. Ils se rapprochent alors de Carl Gottlieb, qui a coécrit le premier opus avec Peter Benchley, l'auteur du roman dont est adapté Les Dents de la Mer. Gottlieb n'est pas satisfait du salaire qui lui est proposé et il refuse le projet. Arthur C. Clarke, scénariste de 2001 l'Odyssée de l'espace, entend parler du projet. Il propose alors un scénario impliquant un sous-marin. Son scénario se rapproche du fantastique et s'éloigne complètement de l'ambiance du premier film. Brown et Zanuck refusent le script. Le duo est déçu mais ne compte pas s'arrêter. Ils appellent alors Howard Sackler, un auteur de pièces de théâtre qui a déjà gagné un Tony Award de la meilleure pièce ainsi que le prix Pulitzer. Sackler est familier avec l'histoire des Dents de la Mer. À l'époque de l'écriture du premier, il a aidé à réécrire certains passages gracieusement au nom de son amitié avec David Brown. C'est notamment lui qui a suggéré la haine de Quint envers les requins après l'histoire de l'USS Indianapolis, scène qui a été plus tard réécrite à nouveau par Robert Shaw, l'acteur du personnage de Quint, et Gottlieb, co-scénariste du film. Vous étiez sur l'Indianapolis? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Un sous-marin japonais nous a mis 2 torpilles par le travers avant. Voilà, chef. 1100 marins à la braille. Le navire coulait en 12 minutes. On est resté sans voir un seul requin pendant près d'1 heure. Tout à coup, un 4 mètres. Vous savez comment ça s'évalue quand on est dans l'eau? À ce qui sépare la membrane dorsale de la queue. Et je vais vous dire, moi, ça a des yeux sans vie, sans rien. Une paire d'yeux tout noirs, des yeux de nounours. Lorsqu'il s'approche de vous, le requin, il fait pas vivant. Jusqu'à ce qu'il vous happe. Là, ses petits yeux noirs, ils deviennent blancs, et alors... Ah,
ce cri terrible qui vous perce le tympan. Et l'océan est tout rouge. Et malgré qu'on se débatte, qu'on gueule et qu'on hurle, ça grouille de partout. Lors d'un dîner avec les producteurs, Sackler se rappelle de cette scène qu'il avait apportée et propose alors que ce Dents de la Mer partie 2 ne soit pas une suite mais un prequel, montrant la tragique histoire racontée par Quint. Le film s'organiserait alors autour du naufrage de l'USS Indianapolis, dont l'équipage succomberait aux attaques de requins. Le trio est conquis par l'idée, et décide alors d'en parler à Sheinberg, président d'Universal. Sheinberg n'est pas satisfait. Il veut quelque chose de plus familial, et surtout il veut que tout le monde ait peur. Éloigner l'histoire dans le passé, et en pleine mer, ce serait trop sage. Sackler se met alors en quête d'une histoire rattachant les wagons avec le premier opus. Premier opus qui continue de faire de l'argent au moment où Sackler écrit la suite. Les Dents de la Mer s'est étendu à 700 salles et génère désormais 6 millions de dollars chaque week-end. Le scénario est en pleine écriture, il faut maintenant trouver un réalisateur. Il se tourne alors naturellement vers le réalisateur du premier, Steven Spielberg. Mais grâce au succès des Dents de la Mer, celui-ci est mis aux manettes d'un film de science-fiction appelé Watch the Sky, qui sera finalement Rencontre du troisième type. De plus, Spielberg déclare « Faire une suite à n'importe quoi n'est qu'un truc bon marché. » Bon, le décor est planté, le duo Zanuck-Brown est bon pour se mettre en quête d'un nouveau metteur en scène. Howard Sackler, qui est en pleine écriture du script, leur propose John Hancock, un jeune réalisateur de pièces de théâtre qui a notamment fait jouer De Niro. Ayant autrefois misé sur Spielberg, qui n'était pas encore la star qu'il est aujourd'hui, malgré quelques prestations assez remarquées, comme Sugarland Express, présenté à Cannes et déjà produit par le duo. Zanuck et Brown décident de lui donner sa chance, à lui aussi, et prennent Hancock pour diriger la suite du plus grand succès populaire de l'époque. René voudrait savoir ce que fait cet homme là-haut sur la tour. Un homme? Quel homme? Ah, il surveille l'horizon. Enfin, il fait le guet. Mais pourquoi? C'est une tour à requins. J'en ai vu une comme ça en Floride. Il essaye de voir des requins. Nous avons le script qui est en préparation, nous avons le réalisateur, il nous faut maintenant des acteurs. Une chose est sûre, le film doit se passer à Amity, la ville du premier film. C'est une volonté absolue d'Universal. Alors, il faut ramener le maximum de personnages familiers, pour que le spectateur se sente chez lui. Robert Shaw ne peut pas revenir évidemment, mais Sackler met en place un jeune personnage du nom de Sideburn, qui se révélera être le fils de Quint. Celui-ci reviendrait sur l'île pour réclamer la rançon de son père. L'acteur du maire et celui de l'adjoint au shérif acceptent de reprendre leur rôle. Mais dans le scénario, il y a désormais 2 adjoints. Lorraine Gary accepte de reprendre son rôle d'Hélène Brody. Il manque alors les 2 personnages iconiques du premier, Matt Hooper, interprété par Richard Dreyfuss, et le shérif Brody, interprété par Roy Scheider. Richard Dreyfuss est indisponible, il a rejoint Spielberg sur le tournage de Rencontre du troisième type. Les producteurs veulent quand même un retour du personnage de Hooper, et offrent alors le rôle à un acteur suédois, Erland Josephson. Pour avoir un lien définitif avec l'original, il faut absolument la présence de Roy Schneider. Comme l'explique Richard Zanuck, c'est l'image des Dents de la Mer, avec l'affiche du requin. On a réalisé que ce que voulaient voir les spectateurs, c'était le chef Brody de retour sur l'île avec sa famille. On était obligé de retourner sur cette île. Depuis les Dents de la Mer, Scheider a joué dans Marathon Man aux côtés de Dustin Hoffman et a participé à Sorcerer de Friedkin. La suite de son programme est d'interpréter le rôle de Merle, qui sera d'ailleurs plus tard appelé Michael, dans le film Voyage au bout de l'enfer. Malheureusement, durant la production du film, son rôle change complètement et Scheider quitte le projet. Il faut savoir que Scheider est soumis à un contrat avec Universal. En effet, après les Dents de la Mer, Scheider a signé pour 3 films avec le studio. Le premier fut Sorcerer, mais il lui reste encore 2 films à tourner. Scheider est donc libre et le studio le sait. Ils le veulent à tout prix dans les Dents de la Mer partie 2. Alors, ils vont proposer à Scheider tout un paquet de films, sachant pertinemment qu'il les refusera. Puis, ils évoquent les Dents de la Mer, avec un peu plus de douceur. S'il accepte de reprendre le rôle de Brody, le studio accepte de clore le contrat et Scheider n'aura pas à faire un 3e film. Scheider n'a aucune envie de jouer le rôle, mais devant une telle offre, il est contraint d'accepter. Mais où étais-tu passé? J'étais retardé. Ah, c'est évident. Chérie, c'est très important pour moi que tu sois là. Hendrix avait les clés de la Jeep et je n'ai pas trouvé l'autre jeu. Quelle affaire. Rends-moi service, je voudrais que tu fasses comme si tu étais là depuis le début. Et comment je fais ça? T'as l'air de t'embêter. De plus, il sait que le film se fera avec ou sans lui, et il ne souhaite pas voir un autre acteur jouer son rôle, à l'instar des producteurs Zanuck et Brown. Aussitôt ce petit monde réuni, Universal fait imprimer d'immenses posters qu'il place aux alentours du studio pour annoncer le tournage de la suite.
L'heure est arrivée de retourner à Martha's Vineyard, là où tout a commencé. C'est facile à dire, j'ai à m'occuper d'un bateau qui a sauté et je n'ai que 3 flics de service plus une secrétaire. Et un adjoint qui passe sa vie sur la vedette de la police. Et voilà autre chose. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe. On ne pense qu'au bateau ici. C'est une île. Au début de l'année 1976, des rumeurs se propagent sur l'île. Les Dents de la Mer partie 2 sera bientôt tournée ici. On entend alors beaucoup de choses sur l'île. Tom Joyner, l'assistant réalisateur du premier, serait aux manettes du 2, et serait en ce moment même sur l'île pour repérer en vue du tournage. La présence du producteur David Brown ne trompe pas non plus, et l'excitation des résidents commence à grimper en flèche. En février 1977, il n'y a plus de doute, les Dents de la Mer sont de retour à Martha's Vineyard. Shari Rhodes, chargé du casting, doit impérativement arpenter l'île et retrouver chaque figurant qui a participé au premier film. Le studio veut un maximum de têtes familières, même si celles-ci ne sont apparues que très peu de temps dans l'original. La plupart des figurants acceptent, mais un problème de taille se pose désormais. Si une partie du film va se tourner sur l'île, une autre, plus importante, est censée se dérouler en Floride. Et beaucoup de figurants refusent de faire le trajet pour poursuivre leur rôle. Elle recrute alors de nouvelles recrues pour des rôles d'adolescents, et parmi eux, le jeune Keith Gordon, que l'on retrouvera plus tard dans le Christine de John Carpenter. En termes de casting, tout semble partir à la dérive. Le peu d'acteurs qui ont accepté semblent soucieux, voire complètement découragés. Faire une suite bancale pourrait nuire définitivement à leur carrière. Et tout le monde en est conscient. L'enjeu est bien plus important que sur les Dents de la Mer 1. De plus, l'engouement est tel que beaucoup parlent du film alors qu'il n'est même pas tourné, affirmant que ce sera plus grand, plus beau et qu'il y aura encore plus d'action. Je vous ai appelé dès que j'en ai été informé. Ces jeunes gens m'ont dit que les morsures étaient énormes. Laissez-moi le temps de les examiner. D'accord. Le planning est prévu de la sorte. Le 6 mai 1977 débute le tournage en Floride. En juin, une seconde équipe va tourner à Martha's Vineyard et il est prévu que ce tournage dure 22 jours. Le tournage est repoussé et devrait se dérouler du 6 juin au 1er juillet. Le but est de tourner le plus vite possible avant le 14 juillet pour éviter les foules de touristes qui mettraient en péril le tournage. Ainsi, le tournage commence le 6 juin sur l'île de Martha's Vineyard. Le décorateur Joe Hals a construit un mur géant pour camoufler les camions de l'équipe et préserver l'intimité du tournage. Tout le monde se fait mesurer, habiller, coiffer. Tout est pensé jusque dans les moindres détails et tous les figurants sont traités avec soin. Un bus géant de 19 mètres et 3 étages est garé et permet d'accueillir les loges des acteurs. Le requin mécanique est également présent mais ne doit être utilisé que pour une scène. Une fois cela fait, il repartira immédiatement en Floride pour le reste du tournage. John Hancock, le réalisateur, est accompagné de sa femme Dorothy Tristan, qui a coécrit le script. Son but est de faire un film sombre, montrer une autre facette d'Amity après les événements du premier film. Il veut axer le drame sur le personnage du maire et faire un film dont la dimension serait beaucoup plus politique. Le 20 juin 1977, il tourne une scène impliquant une ambulance. Il veut une ambiance sombre et dépressive. Évidemment, il fait un grand soleil et la scène ne rend absolument pas comme il le souhaitait. Universal, qui souhaite un film coloré, à l'instar du premier film, n'est absolument pas satisfait du travail d'Hancock. Ainsi, le 26 juin 1977, celui-ci est remercié par la production. Affaibli par le tournage, l'homme et sa femme quittent la production sur le champ, sans chercher à s'amender. Universal décide alors que tout sera retourné. L'équipe doit alors se rendre à nouveau sur l'île de Martha's Vineyard, tandis que le tournage en Floride se prépare, celui-ci devrait durer 4 mois. Apprenant que le film connaissait des problèmes, un jeune homme décide d'envoyer une lettre à Zanuck et Brown. Il leur explique qu'il a 14 ans, mais qu'il souhaite à tout prix réaliser le film. Il peut même le faire gratuitement. Les deux hommes rigolent et s'amusent de la lettre. Ce jeune réalisateur en devenir n'est autre que Steven Soderbergh. L'urgence est de trouver un nouveau réalisateur. Avec l'engouement que le film a déclenché, le studio ne peut pas perdre de temps. Contacté par Sid Sheinberg, son mentor, Steven Spielberg apparut comme un sauveur potentiel. Le 4 juillet 1977, il se penche sur le problème. Il réfléchit à 7 ou 8 schémas narratifs permettant de poursuivre le film en conservant les personnages de Brody et Hooper. Il tente de trouver l'idée et propose de faire le film sans en parler à son avocat, et à la condition que la sortie soit repoussée au printemps 78. Mais se rappelant l'enfer qu'a été le tournage du premier, il se ravise et décline définitivement. Puis, on envisage Verna Fields, monteuse du film original et depuis vice-présidente d'Universal. Mais à peine celle-ci accepte que la guilde des réalisateurs y met son veto. Il est impossible que la vice-présidente puisse réaliser un film pour le studio. Nous sommes alors à la mi-juillet 1977, lorsque Zanuck et Brown trouvent Janos Vark pour réaliser le film. Je préparais un pilote pour Queen Martin quand soudain j'ai reçu un appel de Joe Alves.
et il me disait « Est-ce que tu veux lire un truc ?» Je lui ai dit « Oui, bien sûr », et il m'a donné le script des Dents de la Mer partie 2. Mais j'ai dit « Attends une minute, le film est déjà en tournage, non ?» Et il me dit « Oui, on tournait, mais il y a un problème. » Donc j'ai lu le scénario, et comme ça, j'ai reçu un coup de fil de Verna Fields. On a eu un rendez-vous avec Zanuck et Brown, et ils m'ont demandé ce que je pensais du script. Alors je leur ai dit la vérité, que les séquences d'action étaient vraiment super, mais que le développement des personnages était très faible, et que les dialogues me paraissaient légers. Et d'un coup, ils m'ont dit « Et toi, tu ferais comment ?» János Vark est un Français dont la carrière est à son commencement. Il a déjà réalisé 2 films aux États-Unis. Il vient de réaliser un épisode pour la série Night Gallery en compagnie de Joe Halves, décorateur des Dents de la Mer partie 2. Une fois sur le projet, il sait qu'il doit être immédiatement efficace pour rattraper le temps perdu. Il décide alors de tourner les scènes aquatiques complexes dès le début afin de laisser du temps pour réécrire le script. Karl Gottlieb, scénariste du premier opus, est alors appelé à la rescousse pour réécrire tout le scénario. Il a par ailleurs choisi que Jeffrey Kramer, l'acteur du personnage de l'adjoint du shérif, soit réintroduit. Gottlieb s'enferme alors dans sa chambre d'hôtel, et le 28 juillet 1977, il apporte sa dernière mouture à Svark. Je travaillais dans ma chambre d'hôtel. L'hôtel donnait sur la plage et était occupé uniquement par les membres de l'équipe du film. 120 personnes qui attendaient que je termine pour se mettre au travail. Et à chaque fois que je sortais de ma chambre, 120 personnes me demandaient « Comment ça avance ?» Je répondais « Ça roule ». Et quelques mètres plus loin « Comment ça avance ?»« Oh, ça avance bien ». Je ne pouvais pas sortir de ma chambre sans entendre un « Comment ça avance » de la part de l'équipe du film. Svark rencontre Michael Butler, qui sera en charge de la photographie du film. Son frère, David Butler, dirigera la seconde équipe. Le gros du tournage peut alors réellement commencer. 3 requins sont construits pour le film. Le premier est fixé sur une plateforme, c'est le requin le plus coûteux et le plus sophistiqué. Robert Mattei et Roy Arbogast, les 2 superviseurs des effets spéciaux, utilisent le même moule que celui du premier film, sachant que le requin originel est depuis la fin du tournage à l'abandon dans un coin du studio Universal et est quasiment inutilisable. On a utilisé le même moule, donc on n'a pas eu à remouler le requin, mais toute la structure interne, toutes les valves, l'électronique a été refait. Parce que le requin original, il avait été placé dans un studio abandonné à Universal, et il a été abîmé par le temps. On avait développé un système très compliqué pour le premier film, et on a réutilisé le même concept. On avait donc un requin sur plateforme, qui était le requin le plus cher, on l'appelait le requin de luxe, et la raison pour laquelle on a choisi de tourner en Floride, c'était la profondeur de l'eau. Tout d'abord, on immerge la plateforme, puis on met le requin, puis on met le requin au sommet de la plateforme. Et ça faisait une sorte de rampe de lancement pour missiles. Comme le veut la tradition, ce requin-là doit être plus grand, plus complexe et détaillé que le premier film. Le même corps est utilisé, mais toute une nouvelle tête est réalisée par le sculpteur Chris Muller, qui utilise un tout nouveau mécanisme buccal, qui incorpore les bas-joues pour dissimuler le pincement des joues, qui s'était avéré être un problème avec le requin dans le film original. On fabrique également un aileron et un autre requin complet, qui peuvent tous deux être tirés par des bateaux. En parallèle, on envoie une équipe de plongeurs, menée par Ron Taylor et Valerie Taylor, filmer des séquences avec de vrais requins, ce qui avait déjà été fait sur le premier film. Bien que le premier film ait été félicité pour avoir laissé le requin à l'imagination du spectateur jusqu'aux 2/3 du parcours, Svark estime qu'il faut maintenant le montrer autant que possible car l'effet de surprise du premier ne peut pas être réitéré. Le tournage en mer se révèle très complexe. Comme pour le premier opus, les cadreurs font face aux éléments, une mer parfois déchaînée, des poissons, de vrais requins, sans parler de la corrosion presque immédiate dont est frappé le requin métallique. Dans une interview, János Vark se souvient de l'enfer qu'a été le tournage de certaines scènes. C'était une punition. N'importe quel équipement rouillait à la minute où on le mettait dans l'eau. Et on était dans le golfe du Mexique, ce qui veut dire que certains jours, on avait de grosses vagues. Alors on avait quelques protections, on avait un bras avec un gyroscope où on plaçait la caméra, et peu importe les mouvements du bateau, la caméra restait droite et stable. On avait aussi cet outil rond qu'on plaçait devant l'objectif et qui tournait très très vite pour empêcher les gouttes d'eau d'asperger l'appareil. S'ajoute à cela l'humeur fracassante de Roy Scheider, qui ne digère toujours pas de faire le film. Selon lui, les gens s'en foutent de le retrouver dans le 2, tant qu'il y a le requin. Il traîne des pieds, devient même fou le soir dans sa chambre d'hôtel, tant ce tournage le pèse.
Il demande alors à ce que son salaire soit quadruplé par rapport au premier film, passant alors à 500 000 $. Il demande également 35 000 $ pour chaque semaine supplémentaire. Malgré son comportement discutable, Scheider fait de son mieux pour jouer Brody. Mais la tension est palpable sur le plateau entre l'acteur et Janos Vark. Il se plaint que le réalisateur se préoccupe plus de la technique et des figurants que des comédiens principaux. Verna Fields et David Brown convoquent alors les deux hommes pour régler leurs différends. Mais alors que la conversation monte d'un ton, Scheider bondit sur Svark. Mais au début du film, il était mécontent. Je ne sais pas si c'est dû au fait qu'il voulait pas faire le film, enfin, peu importe. Mais quand on a commencé à tourner, il s'est vraiment mis au travail et c'était super. Le timing est très serré. Svark est contraint d'user d'inventivité pour gagner du temps. Dans cette optique, il contacte dès maintenant le compositeur John Williams, oscarisé pour la musique du premier film. Si l'on veut rentrer dans les temps, Williams doit composer la musique avant même la fin du tournage. Svark lui fait alors parvenir des scènes storyboardées pour l'inspirer. La musique des Dents de la Mer est un élément capital du film. Peut-être plus que dans n'importe quel autre film. C'est un personnage à part entière et il faut absolument conserver l'identité musicale tout en créant de nouvelles choses. Ce qui est toute la difficulté de faire une suite. John Williams utilise alors des notes plus longues pour remplir l'espace et jouit d'une plus grande liberté que sur le premier opus. Il redouble d'inventivité et mélange le thème du requin à des notes plus enfantines pour mêler les émotions. La musique du 2 est plus complexe car le film lui-même est plus complexe. Malgré les conditions de travail délicates du film, il est heureux de pouvoir utiliser une palette orchestrale plus large. Il était clair pour toute l'équipe du film que la musique du premier devait revenir. C'est un membre du casting au même titre que le requin ou qu'un autre acteur. Il a commencé à travailler sur la musique, je lui ai montré tout ce que j'avais fait pour le moment. Tout ce qui était monté, tout ce qui ne l'était pas, et je lui ai décrit avec précision la suite des événements. Je lui ai aussi montré le storyboard et il a lu le script. C'était incroyable la précision avec laquelle il ressentait le film. Et il a été extraordinaire car c'est vraiment très compliqué de travailler dans ces conditions. Il n'était pas simplement question de rejouer le thème du premier. Il a dû écrire plus de musique, et c'était bien plus varié que le premier. Et il a fait des parallèles géniaux musicalement parlant. Pas enfantin, mais un mélange entre la musique terrifiante du requin et une légèreté rappelant l'enfance. Vous savez, dans les scènes où les enfants partent naviguer avec leur voile. C'était très inventif. La musique se prépare dans son coin. Svark peut alors se remettre dans le tournage. Le mois d'août entier est consacré à filmer les enfants dans la mer. Tout est pensé pour ne pas perdre de temps. S'il pleut, un décor de commissariat est disponible immédiatement et permet de tourner des scènes d'intérieur. L'équipe est efficace, mais cela ne suffit pas. Afin de pouvoir sortir le film avant Noël, Svark demande à ce que le tournage passe 7 jours sur 7. 22 jours de tournage d'affilée sont alors mis en place, avec leur lot de problèmes. Dans un premier temps, les espions du studio annoncent à Brown et Zanuck que Murray Hamilton, l'acteur interprétant le maire, s'apprête à quitter le tournage. Il serait dans le hall de son hôtel, valise en main. Brown fonce alors le rejoindre. L'acteur lui explique que sa femme est atteinte d'un cancer et qu'il doit la rejoindre au plus vite pour un examen, même si cela doit détruire sa carrière. Brown compatit et lui propose un marché. Il chamboule tout le planning pour que toutes les scènes de Murray soient tournées dans les 2 prochains jours. Celui-ci accepte et le tournage peut alors continuer. Svark doit impérativement avoir une scène forte. S'il ne peut pas refaire la scène d'intro incroyable du premier opus, son film doit avoir une scène inoubliable. C'est ainsi qu'il met en place la scène du ski nautique, qui prendra d'ailleurs sa place sur l'affiche du film. Pour cette scène où une femme se fait happer par le requin alors qu'elle s'adonne au ski nautique, Svark a besoin d'énormément d'éléments. Premièrement, il embauche une championne de ski nautique, qui sera entraînée spécialement pour la scène. Il faut également un système sur mesure pour obtenir un plan en vue subjective du requin. Son but est que le spectateur voit les skis du dessous de l'eau. Tout un système est alors mis en place pendant 4 jours pour obtenir le plan. Rien n'y fait. Une autre équipe va alors se mettre au travail et confectionner un système permettant de faire ce plan. Une plateforme de 3 tonnes équipée d'un gyroscope et d'un cockpit d'hélicoptère naît alors et permet de tourner le plan désiré. Désormais, Svark veut un autre plan, pris de derrière l'aileron du requin. Plusieurs tentatives échouent, les appareils techniques ne supportent pas la vitesse et l'abondance d'eau qui se projette sur l'objectif. Le plan parfait n'est pas capturable. C'est ainsi que Svark eut l'idée. Pourquoi ne pas mettre une selle de cheval sur le requin et directement monter dessus, caméra à l'épaule? Aussitôt dit, aussitôt fait, et comme par magie, le plan fut capturé de la façon la plus loufoque possible. Je sais que les dauphins communiquent entre eux, enfin qu'ils envoient des signaux. Un requin a très bien pu être tué en plein océan et un autre a très bien pu venir le venger, c'est vraisemblable. Les requins ne font pas de sentiments, cher monsieur Brody. Nous sommes alors en fin d'année 1977.
Les acteurs doivent sucer des glaçons pour ne pas émettre de vapeur et ainsi trahir la température extérieure. Le film se déroulant en plein été et étant tourné à l'approche de Noël. Le tournage est enfin terminé. Il est l'heure de faire les comptes pour Universal. Le film a coûté 30 millions de dollars, ce qui équivaut aujourd'hui à 120 millions, soit 3 fois plus que le premier film. Le record du film le plus cher était à l'époque détenu par Superman. Selon Universal, il aura fallu 80 000 dollars par jour de tournage pour terminer le film. Mais le film n'est pas terminé. Il faut désormais s'atteler au montage. C'est un trio de monteurs qui s'occupera du travail. Neil Travis, Steve Potter et Arthur Schmidt. Neil Travis étant considéré comme le monteur principal. La première version du montage est longue et remplie de scènes violentes voire gore. Verna Fields, monteuse oscarisée pour le premier opus et vice-présidente d'Universal, demande à couper un maximum, quitte à retirer de bonnes scènes ou des présentations de personnages. Le film doit être court. De plus, le studio ne peut pas se permettre de perdre le jeune public. Il faut impérativement remonter le film en prenant en compte la censure. Certains passages sont alors supprimés, notamment des passages de la scène de l'hélicoptère qui devaient être beaucoup plus graphiques. Ce sont des plantes, de la boue, où l'objectif était sale. Sale mon cul. Et en plus, vous êtes grossier. Alors, du calme, s'il vous plaît. Être calme avec lui. Nom de Dieu, vous pouvez écouter ce type, vous pouvez écouter ce qu'il raconte, et rester calme, vous. Le 2 juin 1978, Les Dents de la Mer partie 2 sort en avant-première dans 31 cinémas. Sur l'affiche, on peut lire « Juste au moment où vous pensiez pouvoir retourner dans l'eau en toute sécurité ». Une tagline qui deviendra cultissime aux États-Unis. Le 16 juin, le film est diffusé partout. C'est le film le plus cher jamais produit par Universal à l'époque. Avec ses 9 866 023 $ en un week-end et avec 640 salles, il devient le film avec le plus grand succès de l'époque. Il sera dépassé par Rocky II l'année suivante, qui sera lui-même dépassé par l'Empire contre-attaque, comme quoi les suites ont commencé à devenir populaires. Mais revenons à ce 16 juin 1978. La compétition est féroce, car il sort le même jour que Grease, qui remporte lui aussi pas loin de 9 millions de dollars. Les Dents de la Mer partie 2 finira l'année avec 77 737 272 $ de recettes, faisant de lui le 6e film le plus rentable de l'époque. Le public applaudit à deux mains, même si les critiques de l'époque sont très dures avec le film. Siskel et Ebert le qualifient même de vraie merde. Moins virulente, la plupart des critiques félicitent le film tout en relevant le gouffre qui le sépare de la qualité du premier. Ce qui est d'ailleurs dans l'esprit de ses créateurs depuis le début. Je pense que Les Dents de la Mer partie 2 a fait un tiers ou au moins 40% aussi bien que l'original, ce qui est déjà énorme. Ça a permis de montrer à l'industrie que les films de monstres pouvaient donner naissance à des suites à 40% aussi bonnes que le premier. C'est un bon business, avec peu de risques. Le film sort en France quelques mois plus tard, le 6 décembre 1978, sous le nom Les Dents de la Mer partie 2. Ce titre a été choisi par Universal pour éviter un jeu de mots malencontreux dont Janos Vark se souvient encore. The original was called Les Dents de la Mer. En France, le premier s'appelle Les Dents de la Mer. Mais si on appelle la suite Les Dents de la Mer 2, ça fait Les Dents de la Merde. If you will call the second one Les Dents de la Mer 2, ce qui en France fait un jeu de mots sur les excréments. Unfortunately, is an adjective which applies to merde, which in France means shit. Donc on peut pas l'appeler comme ça. Donc ils l'ont sorti sous le nom Les Dents de la Mer partie 2. Les Dents de la Mer deuxième partie, which means the teeth of the sea second part. En 1980, MCA Home Video sort Les Dents de la Mer partie 2 en VHS, Betamax et Laserdisc, après sa ressortie la même année. Le succès est sans précédent et le film connaît une belle longévité en vidéoclub. Le film est resté la suite de films d'horreur la plus rentable pendant plus de 20 ans, avant d'être détrôné en 2001 par Hannibal. Aujourd'hui, le film a dépassé les 200 millions de recettes, avec toutes les ressorties et les nombreux produits dérivés. Car si la saga Dents de la Mer est novatrice pour sa publicité et ses records d'entrée, elle est aussi l'une des premières à mettre en place un merchandising intense et à multiplier les produits dérivés. Donc pour conclure cet épisode, j'ai la chance d'être accompagné de mes deux camarades Mick et Max, qui étaient tous deux nés à la sortie du film, alors que ma propre mère n'était même pas encore envisagée. Salut les gars. Salut. Salut. Vous, comment vous l'avez découvert alors, ce Dents de la Mer partie 2 ? Alors moi, je l'ai découvert le 18 mars 1986. Alors oui, c'est hyper précis parce qu'en fait, c'est le jour de sa première diffusion en France, à la télévision sur FR3, l'ancêtre de France 3. En fait, il avait jamais été diffusé avant ça à la télé. Et il avait été diffusé une semaine après le premier film de Steven Spielberg, donc le 11 mars 86. Et à l'époque, je les avais enregistrés tous les deux sur une cassette Vidéo 2000 et non pas VHS. Donc c'était des cassettes double face, et donc sur c'était un mardi.
le mardi 11, j'avais enregistré le 1, et le mardi 18, donc j'avais enregistré le 2. Et donc c'est comme ça que je les ai tous les deux découverts finalement, parce que je les avais jamais vus avant cette première diffusion sur FR3 à l'époque. Eh ben moi je les ai découverts en VHS d'abord, à la location, et alors c'est un peu flou dans ma mémoire, mais je me souviens très très bien de ces diffusions sur FR3 où moi aussi je les ai enregistrés en VHS. Alors pas sur la même cassette, mais je les ai vraiment poncés à mort tous les deux, jusqu'à même quand j'étais encore gamin, à les mélanger parfois, mélanger certaines scènes du 1 et du 2 et tout ça. Et après le 2, je l'avais pas revu depuis les années 90 en fait, bien que je l'ai vu un nombre incalculable de fois. D'accord. Et toi, Adrien ? Moi c'est marrant ce que tu dis par rapport au fait de mélanger les deux, c'est que moi petit j'étais vraiment passionné de requins. Et je savais qu'il passait un Dents de la Mer un soir, donc mes grands-parents c'était le truc, toute la semaine j'y pensais, etc. Et en fait je suis arrivé en retard et j'ai pris le film en cours de route, bon ça m'a pas empêché de l'adorer, mais en fait j'étais persuadé d'avoir vu le 1 en fait, et je me suis rendu compte là récemment que j'ai remis cette anecdote dans ma tête, et en fait j'ai vu le 2 avant le 1, en bonne hérétique que je suis. Mais du coup je l'ai vu à la télé aussi. Ouais, d'ailleurs le premier il avait été diffusé avec un carré blanc. Oui. Pas le 2, mais en tout cas le 1 il avait été diffusé avec un carré blanc, puisqu'à l'époque on rappelle les films un peu qu'on considérait un peu pas destinés aux enfants en fait, et qui étaient diffusés en prime time à l'époque. Le prime time qui commençait à 20h30, on diffusait encore des films encore à cette époque avec un carré blanc pour avertir que c'était pas un film destiné aux enfants. Elle est nue dans sa chambre et elle danse avec une serviette autour des reins. Elle danse? Oui, elle Oh, l'excite. Hendrix, viens une seconde, veux-tu? Excusez-moi. J'aimerais bien que tu ailles vérifier le 908. C'est quoi le 908? Jamais on ne m'a parlé de ça. Ça veut dire débarrasse-moi de ces emmerdeurs. Alors moi je l'ai revu il y a 2 jours bon donc je l'avais pas revu depuis les années 90. C'était hyper intéressant parce qu'en fait je me souvenais des dialogues en fait en tête. Il y avait un truc très marrant parce que j'arrivais à terminer les dialogues avant que les personnages le fassent. J'ai vraiment encore aimé le film. Je trouve que évidemment, il tient pas la dragée haute face au premier, parce que le premier est quand même intouchable pour plein de raisons, parce que scénaristiquement c'est encore plus béton, parce que Spielberg est derrière et que Janos Vark, tout bon réal qu'il est, ne peut pas égaler cette pointure qu'est Spielberg, même s'il était tout jeune encore à l'époque, Spielberg. Mais moi j'ai vraiment pris mon petit pied à regarder ce film-là, qui est vraiment blindé d'action, très marrant, avec ces lots de jeunes, etc. Ils ont réussi à s'éloigner un peu du premier, tout en créant des vrais personnages intéressants, ou en étoffant, par exemple, le chef Brody. C'est hyper intéressant ce qui lui arrive, parce que on va spoiler un petit peu, mais à un moment, il est viré de la police, etc. Lui-même, il est assez nerveux tout le long, il est tout le temps en colère, on a l'impression, etc. Et puis évidemment, la toute fin avec son fils, il sera au contraire beaucoup plus cool, souriant, etc. Donc c'est un peu son arc à lui dans ce scénario-là. Ça m'a d'ailleurs un peu rappelé l'arc étrangement de Superman 2, où il perd ses pouvoirs quelque part et tout ça, et puis il va se réapproprier son humanité entre guillemets, voilà. Et je trouve que les personnages sont vraiment pas laissés en berne, même chez les jeunes, etc. Chacun est bien caractérisé, ou le minimum de ce qu'il faut pour qu'on soit attaché ou qu'on les reconnaisse entre eux, parce qu'il y en a quand même un paquet. Et j'ai passé un bon moment du bout en bout, parce que ça s'arrête jamais, c'est assez fun, quoi. Donc selon toi, c'est une bonne suite? Pour moi, c'est une très bonne suite, ouais. Ça fait partie d'ailleurs du démarrage de toutes ces suites qui arriveront après. Donc, tu en parles, je crois, c'est concomitant avec Rocky 2, etc. C'est déjà l'amorce de ce qui va se passer dans les années 80. Le côté bigger and louder du premier, avec plus de choses, plus d'attaques, plus de personnages, plus de croûtés, etc. Un peu comme ce que va faire aussi Stallone avec sa saga des Rocky, etc. Mais tout en gardant encore un pas dans les années 70, parce que la structure, l'organisation générale, je trouve qu'elle est encore, elle est encore sonnante années 70, quoi. Ouais, tout à fait. C'est marrant parce que du coup, on peut dire que le premier Jaws, c'est le premier blockbuster. Et du coup, le fait que le 2, ça entraîne le début de la mode des suites, en vrai, cette saga apporte énormément de choses. Enfin, change en tout cas le paysage cinématographique de l'époque, quoi qu'il arrive. Et toi, Max, tu trouves que c'est une bonne suite ou...
Pareil, je l'ai revu, mais alors, moi, je le revois tous les 4-5 ans. En fait, je me refais la saga tous les 4-5 ans. Ah ouais. Et avec un côté un peu maso, parce que j'ai toujours détesté le 3 et le 4, mais je ne peux pas m'empêcher de les mater quand je mate les 2 premiers. C'est très maso, mais c'est comme ça. Et voilà. Vraiment, le 3 et le 4, pour moi, c'est pas possible. Pour plein de raisons, mais voilà. Faut qu'on parle du 3 après. Mais alors, pendant très longtemps, j'ai préféré le 2 au 1 quand j'étais gamin, justement parce que c'est un film où il y a des ados, le film est beaucoup plus speed, en fait, comme tu disais, Mick, ça n'arrête jamais, enfants, ça va. Moi, il me parlait beaucoup, et puis il était moins, voilà, t'en parles, Adrien, dans la première partie, il y a cette musique de John Williams qui est plus fraîche, qui est plus légère, enfin, en tout cas, je le trouvais plus accessible, et en tout cas, moi, je le préférais parce que je le trouvais très rythmé par rapport au premier, et bon, forcément, avec l'âge aidant, la balance s'est inversée, mais j'aime toujours ce film, en fait, que voilà, comme je disais, je le revois tous les 4-5 ans avec les autres, et je l'ai encore revu il y a très peu de temps, et je trouve qu'il fonctionne bien pour les mêmes raisons, aussi pour ce qu'il raconte aussi. Alors, tu disais que Mick Royscheider est tout le temps énervé dans le film. Je pense que c'est lié aussi au fait l'acteur avait pas forcément envie d'être là. Mais en tout cas, ça se ressent bien à l'écran. Et non, c'est une suite. Bien sûr, ça n'arrive pas à la cheville du premier. Je suis d'accord avec vous avec le recul. Mais voilà, pour moi, oui, je suis d'accord. C'est une bonne suite. Il y a à l'époque, voilà, et comme vous l'avez très bien dit, il y a des très bonnes suites. Rocky 2, moi, j'adore Rocky 2, même si le 1 est magistral, mais Rocky 2 j'adore, l'Empire contre-attaque, n'en parlons même pas, enfin voilà, certains que tu as cités dans la première partie, voilà, ça reste des grands films, et c'est plus tard que ça s'est gâté dans les suites pour plein d'autres raisons, mais en tout cas celui-ci, voilà, vraiment il est très très bien, enfin moi encore aujourd'hui j'ai une grande affection pour ce film. Mais c'est le bateau qui a eu une avarie. Nul n'a vu d'aileron ni de requin. Ce n'est qu'un accident, point, c'est tout. Mais on n'a pas revu leur bateau. Nous avons eu souvent des gens qui sont morts noyés et qui n'ont jamais été retrouvés. Est-ce que les requins en sont responsables? C'est probable. Moi, je pense que le seul problème de ce film, c'est qu'il passe après Spielberg, en fait. Ouais. Parce que, au final, quand tu regardes cette suite-là par rapport à tout ce qui sort aujourd'hui, bah, elle est totalement acceptable, voire même très bien. Enfin, y a pas de souci. Je pense qu'à l'époque, c'était juste qu'ils attendaient quelque chose de vachement plus... voilà, forcément, tu passes après Jaws, mais franchement, c'est complètement honorable. Mais ils ont réussi à faire complètement autre chose, en fait. Ils reproduisent pas le premier, on n'est pas du tout dans la même ambiance, dans la même histoire, même s'il y a toujours le Némésis quelque part, et encore plus dans celui-ci, finalement, pour Brody. Mais quand on regarde les deux à la suite, on a vraiment deux films complètement différents, deux atmosphères complètement différentes, qui finalement se complètent plutôt bien, et même si, encore une fois, le premier est vraiment très bien, enfin, voilà, il est intouchable, Jaws. Mais en tout cas, celui-ci, voilà, il se coule bien. Alors, autant les deux autres suivants, non pas du tout. Autant et ils servent à rien, en fait. Mais bon, on peut en parler, Mais... Parlons-en. Non, mais il y a Dennis Quaid. On peut pas dire ça. Oui, mais non. Oui, mais non. Non, là, c'est pourri. Non, mais c'est vrai que le 2, en fait, il y a aussi un prolongement parce que c'est vraiment quasiment toute la même équipe qui revient et tout ça, entre John Williams qui fait une super partition, le chef opérateur, les comédiens, la plupart des comédiens, y compris dans les seconds rôles, c'est eux, etc. Donc il y a un vrai prolongement, il y a la même patine, donc ça c'est déjà super aussi. Ce qui n'est pas le cas du troisième et du quatrième justement. Le troisième a un autre style. On est déjà dans la gaudriole années 80 et le quatrième on est dans le téléfilm bas du front quoi. Voilà. Donc c'est peut-être aussi ça qui fait qu'il y a une cassure et voilà. Mais il y a un truc qui est aussi peut-être un petit bémol sur le 2, c'est disons que j'ai trouvé que le requin il tombait à des moments il s'acharne quoi, c'est-à-dire que c'est comme s'il avait une pensée, comme si c'était un tueur en fait, et donc ça amène peut-être un autre sujet, mais ouais. Non bah justement pour moi ça amène le sujet du slasher finalement avant l'heure. Et j'ai vraiment l'impression que cette fois-ci, en fait, d'abord, on le voit très très vite, le requin, par rapport au premier film, on le voit très tard, on le voit très vite. Comme tu le disais, Mick, il tue
très vite et de manière très très régulière, et comme un tueur psychopathe en fait, et à la poursuite d'ados libidineux finalement, Oui. parce que en fait on est alors qu'on n'est pas encore dans l'ère du slasher, mais quelque part il annonce celui-là bizarrement, bizarrement il annonce pour moi l'ère des slashers qui vient après, parce qu'on est vraiment dans le même schéma finalement, un tueur psychopathe qui sort de nulle part et qui commence à tuer un par un, et qui s'attaque à peu près finalement au même genre de personnes, c'est-à-dire des jeunes personnes. Même la première fille qui fait du ski nautique, finalement c'est une jeune femme. C'est toujours des jeunes gens en fait qui sont attaqués, hormis peut-être le pilote d'hélicoptère, mais sinon c'est toujours vers les jeunes gens vers qui s'attaquent. Donc c'est voilà, il y a un peu de ça pour moi aussi. Bah justement, l'hélicoptère, c'est ce qui me fait penser à ça, où l'attaque, elle est très ciblée, parce que bon, bah pourquoi il attaquerait l'hélicoptère? Enfin, il y a un truc un peu, bon, on l'accepte, hein, c'est un peu marrant, mais c'est comme si c'était ciblé, qu'il avait une pensée de nuire, et il nuit aussi, en particulier aussi à des jeunes qui sont attirés par le sexe, etc., la fête et tout ça. On est quand même dans le même parfum, dans la traînée de Halloween, mais c'est concomitant, donc il y a pas vraiment de plagiat ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on sent que tout ça c'est en germe, et ça va exploser dans 1 an ou 2 avec la grande ère du slasher, quoi. Par rapport à cette histoire de slasher, je pense que j'ai trouvé en tout cas en faisant mes recherches un truc qui peut expliquer un petit peu ça. C'est qu'en fait quand ils ont fait la novélisation du scénario, ils ont rajouté des éléments et alors quand ils ont fait le film, ils n'ont pas forcément pensé à ça. Mais en tout cas, quand tu lis le livre, puis tu regardes le film, il y a un truc qui explique ça, c'est qu'en fait, c'est un peu tiré par les cheveux, mais le requin du 2 serait la femme du requin du 1, qui serait enceinte et qui serait là pour venger. Donc il y aurait vraiment cette idée de que ce soit, voilà, que le requin pense vraiment et qui fait ça, tout est prémédité. Et je pense que c'est ça qui rejoint le côté slasher, et aussi le côté... Enfin, au fil des années, on verra que dans les films, en général, on va mettre des méchants. Les méchants vont avoir une place beaucoup plus importante. Et en fait, là, dans Jaws, au final, on vient presque voir le requin. On est presque pour le requin. Et c'est aussi d'ailleurs le chemin qu'ont pris les jeux vidéo Jaws, où tu joues le requin. C'est-à-dire, tu joues pas Brody dans les jeux, tu joues le requin. Donc, c'est le requin, le vrai personnage principal. Et je pense que c'est aussi pour ça. Enfin, suffit de voir par la suite les Batman de Burton, et l'importance des méchants dans ceux-là, et même aujourd'hui les films qui sont que sur des méchants, enfin le Joker ou Venom. Je pense que c'était aussi le début de ce truc-là, d'attirer les gens avec le méchant plutôt qu'avec le héros. Ouais, tu sais, la théorie c'est la femme du requin du premier, elle est légèrement évoquée dans un dialogue à un moment, parce qu'il y a le chef Brody qui dit est-ce que le requin peut pas venir venger un autre, et puis tout de suite la spécialiste en requin lui dit non, il n'y a pas de sentiments chez les requins, etc. Mais c'est quand même évoqué, ouais. Oui, c'est vrai. Moi, c'est moins, heureusement, j'ai envie de dire que c'est moins poussé, parce que c'est vrai qu'il faut l'accepter. Oui, sinon c'est too much, ouais. Ça serait limite quand même, hein. Cela dit, dans les mêmes époques, il y a un film comme ça avec Richard Harris qui s'appelle Orca. Orca, ouais, tout à fait. Et c'est justement un orque qui va suivre Richard Harris, qui a fait du mal au début, etc., et qui va lui pourrir la vie jusqu'au bout, quoi. Donc on est dans cette zone-là. Ouais, mais et c'est Orca pas bon. n'est pas un mauvais film, hein. Mais si, c'est un pas bon film. Mais si, il y a bon. Richard Harris. C'est forcément un bon film. Il y a Richard Harris. C'est comme pas quand il y a bon. Dennis Quaid. Mais revois-le, mais c'est pas bon. Bon, c'est vrai que je l'ai pas revu depuis longtemps. J'affirme solennellement à tout le monde autour de cette table qu'il s'agit d'un requin. Et si je suis convaincu que c'en est un, c'est parce que j'en ai vu un il y a pas longtemps. Et j'espère que vous allez vous occuper de celui-là, parce qu'il est hors de question que je revive une telle horreur. Ouais, parlons du 3. Je vous laisse commencer, hein. Bon, le 3, en fait, c'est un film qui arrive un peu plus tard dans la carrière de la saga. On est en 83, si je dis pas de bêtises. Et donc dans les personnages principaux, on a le fils de Brody qui est Michael, qui va travailler dans une station balnéaire un peu spéciale. Le film est tourné en 3 dimensions, c'est-à-dire en stéréoscopie, mais avec les lunettes anaglyphes, rouge et bleu ou rouge et verte, parce que c'était un peu la mode à ce moment-là. Il y a eu Amityville 3, le Amityville 3D, Meurtre en 3 dimensions, qui est Vendredi 13 3D. Donc il y a eu une espèce de recrudescence comme ça de films qui essayaient de miser là-dessus pour attirer les gens. Donc
à la base, il y a quand même quelque chose d'assez sympathique d'imaginer de voir des surgissements comme ça de requins. Donc le film, non, c'est sûr que le film, il est pas très très bon. On est dans la série B, voilà, presque vers la série Z. Mais j'ai de l'affection pour ce film. Parce que tu dis ça parce que t'aimes Dennis Quaid et c'est tout. En fait. Ben oui, c'est ça. Dennis Quaid, c'est quand même mon héros de toute mon adolescence, etc. Donc j'adore ce mec. Mais il y avait aussi Simon McCorkindale qui était le Manimal. C'était une série où un mec se transformait en plein d'animaux différents, une panthère, etc. Mais il y a d'autres personnes dans le casting qui fait qu'aussi j'aime bien ce film. Il y a Louis Gossett Jr. qu'on avait vu dans Officier and Gentleman, qu'on a vu dans Aigle de fer. Et puis Lee Thompson qui est la maman de Marty McFly. Donc quelque part voilà, il y a un casting qui est assez sympathique. Le film est court, c'est un peu concon. On n'est pas très très loin de Peur bleue du Rémi Harlin quelque part. C'est quand même un peu mieux. Moi je trouve que c'est mieux, mais après tout le monde ne serait pas d'accord avec ça. Sortez de l'eau! Tout le monde dort! J'entendez? Sortez de l'eau! Sortez de l'eau! Dépêchez-vous! Qu'est-ce qu'il fait, ce crétin? Tout le monde sort de l'eau! Et enfin, Janos Vark tourne bien après Jaws 2, il tourne Supergirl, qui est donc la suite, un spin-off, je sais pas comment on peut appeler ça, de Superman. Avec les mêmes idées, les mêmes infos, les mêmes types de DA, un peu plus cuculapraline, etc. Mais j'avais un gros crush sur la comédienne Helen Slater, et j'adorais le film. J'ose pas le revoir aujourd'hui parce que j'ai vraiment peur que c'est pris très très cher. Mais c'est assez marrant d'avoir cet état d'esprit dans ces films-là. On retrouve une sorte de couleur un peu commune entre, on va dire, 77 et 84. Il y a une couleur commune dans plein de films. Et moi, je suis assez attaché à ces films-là, quoi. Juste pour revenir sur Janos Vark, il faut quand même mentionner qu'après sa longue carrière aux États-Unis, où il a tourné beaucoup aussi il a fait pas mal de choses pour la télévision. Il a quand même fini avec 3 films en France, et pas des moindres: La Vengeance d'une blonde avec Christian Clavier, Hercule et Sherlock et Les Sœurs Soleil. Voilà, merci. Merci, au revoir. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Retour à l'écran express. Vous pouvez retrouver nos autres épisodes sur les plateformes de podcast ainsi que sur YouTube. À très vite. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre! Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.